Maladie de Crohn, comment vaincre la maladie grâce à l'alimentation et grâce au protocole AIP, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec Joris, notre spécialiste des intestins et coach chez Bimove. Salut Joris. Salut. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es dans la team Bimove depuis de très nombreuses années maintenant. Tu es Ouais. notamment notre spécialiste des intestins. Tu suis nos clients donc, qui sont sur les programmes pour aider à remettre l'intestin en bon état. Aujourd'hui, donc, on va parler de la partie maladie de Crohn que tu connais très très bien. Et donc, on va notamment expliquer comment l'alimentation peut aider à vaincre la maladie et comment notamment le protocole AIP, Auto-Immune Protocol, va pouvoir du coup remettre tout ça comme il faut. La maladie de Crohn n'est pas une fatalité, c'est donc ce qu'on va voir en détail. Alors, Joris, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement la maladie de Crohn, nous dire un peu ce que c'est, quels sont les symptômes, etc., etc. Alors en fait, la maladie de Crohn fait partie d'une des deux grandes pathologies qui sont un peu sous l'autorité d'un acronyme qui s'appelle maladie inflammatoire chronique intestinale, donc MICI ou MICI selon comment on dit. Les deux grandes différences, donc je vais pas trop m'attarder en fait sur les différences anatomiques, etc., puisque généralement c'est assez bien compris, surtout pour les gens qui souffrent de ces pathologies-là, comme moi, parce que je souffre de la rectocolite hémorragique. Donc, maladie de Crohn touche tout le tube digestif, mais en général, on remarque souvent que c'est au niveau de l'intestin grêle et du côlon, le plus souvent. Et rectocolite hémorragique, c'est simplement côlon et rectum. C'est simplement, en gros, le côlon qui est touché. Donc, petit rappel rapide, l'intestin, c'est composé de deux grandes parties, comme tu montres sur le schéma. Le côlon, donc, qui est, on va dire, le gros intestin, et l'intestin grêle, donc, qui est le petit intestin, pour faire simple. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, donc, Crohn donc, touche tout le système digestif, donc, comme tu le montres effectivement sur ton schéma. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quels sont les symptômes pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les symptômes sont assez similaires pour les deux pathologies. La maladie de Crohn tend à être un peu plus dangereuse, avec des guillemets quand même, parce que ça peut être le cas, effectivement, elle peut être dangereuse, parce qu'elle touche tout le système digestif, et surtout, en fait, quand elle touche l'intestin grêle, ça a un problème particulier qui fait que l'intestin grêle, à la base, il est fait pour absorber les nutriments. Donc, on se retrouve dans des états très carencés, très malades. Alors que, par exemple, la rectocolite hémorragique, comme elle touche que le côlon, c'est moins grave en quelque sorte puisqu'on peut vivre sans côlon. On ne peut pas vivre sans intestin entier en fait, comme dans la maladie de Crohn. Mais les symptômes, je dirais que pour les avoir vécus longtemps, je dirais le symptôme le pire pour moi, c'était les douleurs abdominales. Vraiment, c'est cette espèce de douleur qui monte, qui s'arrête, qui recommence tout le temps. Évidemment, des problèmes de transit. Donc, il peut y avoir de la constipation, c'est plutôt rare, mais c'est souvent diarrhée, qui est ou pas accompagnée de sang, surtout dans la rectocolite hémorragique. Donc, l'aspect hémorragique, en fait, vient de là. Perte de poids, souvent, bien que ce ne soit pas toujours le cas, mais perte de poids, généralement, c'est accompagné d'anémie, puisqu'il y a cette espèce d'aspect ulcération, etc., une mauvaise absorption des nutriments. J'en oublie certainement. Il y a aussi pour ces deux pathologies-là des symptômes qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire des symptômes qui touchent d'autres organes différents de celui du système digestif, comme par exemple les yeux, la peau, les articulations. On est aussi à risque de développer d'autres maladies auto-immunes, ce qui a été mon cas et ce qui est aussi souvent le cas. Généralement, c'est la spondylarthrite ankylosante, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être d'autres pathologies auto-immunes, mais en général, en fait, c'est ces symptômes-là, oui. Ok. Un point très intéressant, on va donc parler maintenant des origines possibles de la maladie de Crohn, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en règle générale. Tu nous as mis ici sur ton petit diaporama quelques origines possibles. Ouais. On va en parler en détail. Donc, tu peux nous présenter rapidement ce petit diaporama? Alors, si les gens ne connaissent pas, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs vidéos avec toi, et si les gens ne connaissent pas un peu mon fonctionnement, je fonctionne que avec la science en réalité. Donc, je prends toujours des grandes pincettes quand il s'agit des relations de cause à effet, en fait, puisqu'il n'y a pas, c'est très rare dans une maladie de trouver une seule cause qui donne un seul effet, en fait. Pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, on a plusieurs pistes
qui montreraient que ce sont peut-être l'ensemble de ces pistes qui causeraient la pathologie, même si on est en train de voir là, très récemment, les derniers mois, que le microbiote intestinal a une partie absolument majeure. Si ce n'est, certaines publications montrent que ça pourrait être une des très grandes causes de la pathologie. Donc après, il y a la génétique, donc on en parlera un petit peu. C'est un peu plus complexe, mais en réalité, on va voir que la génétique, c'est pas non plus une fatalité, surtout pour la maladie de Crohn et la RCH. À peu prédisposé aussi à avoir un lien sur le microbiote intestinal, mais il semblerait, donc ça aussi c'est avec des guillemets, qu'en modifiant le microbiote intestinal via l'alimentation, on puisse modifier cette génétique. Donc ça, on pourra en parler après. Et l'environnement, j'ai ajouté à ça le style de vie, c'est-à-dire la pollution, les carences en vitamine D, par exemple la faible exposition au soleil. Il peut y avoir aussi des troubles du sommeil, pas d'activité physique ou peu, du stress, etc. Tout ça, je l'ai regroupé dans cette catégorie-là, environnement et style de vie. Ok, donc des causes multifactorielles qui peuvent notamment être causées, on va le voir, par le microbiote. Et là, l'avantage du microbiote et du style de vie aussi, c'est qu'il y a moyen de faire des choses, en fait. Autant la génétique, c'est compliqué. Autant les facteurs environnementaux, on a du pouvoir dessus, on peut modifier son alimentation, on peut remettre, on va dire, un bon microbiote dans son intestin. C'est dans ce qu'on va voir du coup dans la suite de cette vidéo. Alors, on va justement parler du microbiote intestinal, un sujet qu'on aborde très souvent sur la chaîne YouTube de Bimove parce que c'est un sujet qui est fondamental pour la santé. On se rend compte que un microbiote en bon état, c'est une condition sine qua non pour avoir une bonne santé. Donc justement, quel serait le lien entre maladie inflammatoire chronique, donc notamment la maladie de Crohn, et le microbiote intestinal, Joris? Alors, en fait, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, on sait qu'il y a un déséquilibre du microbiote chez les personnes qui souffrent de Crohn ou de RCH, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un microbiote sain. Donc, ce qu'on fait pour comparer, on prend tout simplement des gens qui n'ont pas la pathologie et on prend des gens qui ont la pathologie. C'est-à-dire, et là, on compare, on regarde quelles sont les différences. Et on a remarqué qu'il y a une espèce de ce qu'on appelle, dans la science, ils appellent ça comme ça, une signature bactérienne, c'est-à-dire que on a un espèce de profil bactérien qui semblerait correspondre en fait à toutes les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires intestinales. Et donc, en fait, on remarque très, très clairement, maintenant c'est assez bien établi d'ailleurs, qu'en général, je dis on parce que je m'inclus dedans du coup, vu que j'ai une rectocolite hémorragique, on a un microbiote qui est déjà moins riche. C'est-à-dire que on a moins de bactéries, moins de genres bactériens que les personnes saines. Et déjà, on sait que ça, la diversité, un manque de diversité, c'est un des signes qui montre qu'on n'a pas un microbiote en très bonne santé. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'on aurait trop de protéobactéries. Alors, les protéobactéries, c'est un grand groupe bactérien. Il y a plusieurs groupes bactériens, mais c'est un grand groupe bactérien dans lequel se trouvent en général des bactéries opportunistes, qui s'appellent opportunistes ou pathogènes. Les bactéries opportunistes, en gros, elles vont prendre le dessus si le milieu est favorable. Mais si le milieu n'est pas favorable, elles ne prendront pas le dessus, elles ne causeront pas de problème. Tout le monde en a, sauf que chez nous, elles sont un peu trop élevées. Et là, tu as mis mauvaise bactérie parce que c'est pour qu'on comprenne bien, mais sur le principe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise bactérie. C'est juste des équilibres entre certaines populations bactériennes, on va dire, quoi. Ça reste quand même des bactéries pathogènes. C'est surtout cette augmentation qui fait que c'est mauvais. D'ailleurs, une des bactéries très, très connues, généralement les gens la connaissent en général, elle s'appelle E. coli et Escherichia coli. C'est généralement une bactérie et elle fait partie du groupe protéobactéries. Et on remarque que d'ailleurs chez les Crohn et les RCH, cette bactérie, elle est un petit peu plus présente que chez les personnes qui n'ont pas de maladie de Crohn ou de RCH. Okay. Ce qu'on remarque aussi, et ça c'est un point très très important et c'est assez, moi je trouve ça assez dingue, c'est qu'il y a une diminution des bonnes bactéries. Donc j'ai pas mis le nom, ça s'appelle Firmicutes, mais bon, peu importe. Et ces bonnes bactéries, en mangeant des fibres,
que nous, on ingère, elle produit ce qu'on appelle un acide gras à chaîne courte. Et en réalité, le nom de cet acide, il y en a plusieurs, mais le nom du principal, c'est le butyrate. Les acides gras à chaîne courte, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plusieurs actions. On verra dans la slide suivante. Mais la chose très importante, c'est que non seulement ils sont bénéfiques pour la cellule, mais ils modifient le terrain, en fait. C'est-à-dire que c'est un acide et on a tendance à penser qu'en fait l'acidité c'est mauvais pour la santé en fait. D'ailleurs en naturo, je parle sous couvert d'être naturopathe donc en naturo généralement c'est une des grandes erreurs, c'est de penser que l'acidité provient, enfin en fait c'est l'acidité causée par l'alimentation qui donne les maladies. Quand en fait on se rend compte que un corps qui est trop alcalin, donc l'inverse, c'est là que se développent les mauvaises bactéries. Et donc cet acide gras, le butyrate, il va modifier le terrain. En fait, il va faire en sorte qu'il y ait un terrain hostile envers les protéobactéries. Donc ces Escherichia coli, etc., ne viendront plus s'implanter sur le terrain. Et donc, on a un risque moindre. Enfin, toi, par exemple, puisque tu n'as pas de maladie inflammatoire. Moi, j'ai un risque qui est assez permanent, en fait. Ok. Donc, population bactérienne extrêmement importante, du coup, dans peut-être le déclenchement de la maladie, du coup. On va le voir. Oui, parce qu'on verra par la suite, mais effectivement, on remarque que, par exemple, les gens qui souffrent, ils connaissent même les autres personnes, parce que c'est très connu maintenant, la transplantation fécale. Oui. Par exemple, les chercheurs, ils se sont dit, et si on prend une souris qui a une maladie inflammatoire chronique intestinale et qu'on le met dans une souris génétiquement modifiée, comme mes gènes, par exemple, qui prédisposent à la maladie, et on met le microbiote sur ce rat ou cette souris saine et on va voir comment elle agit, qu'est-ce qui va se passer. En fait, on remarque qu'elle a exactement les symptômes de la souris ou le rat précédent et le microbiote intestinal est devenu identique. En fait, c'est une espèce de signature que je disais tout à l'heure. Et à l'inverse, si on prend un rat ou une souris qui a une maladie inflammatoire intestinale, on lui met le microbiote d'un rat sain et on remarque que ses symptômes diminuent considérablement. Donc, c'est à partir de là qu'on se dit, OK, le microbiote intestinal, il a vraiment quelque chose de très important et c'est super cool parce qu'on peut modifier le microbiote intestinal. Exactement. Donc, c'est ce qu'on va voir justement après. Donc, pour résumer, les mauvaises bactéries, c'est ce que je mets sur ton slide. Les mauvaises bactéries, elles vont provoquer un environnement plutôt pro-inflammatoire. Or, on sait aujourd'hui que l'inflammation, quand elle est ponctuelle, c'est pas gênant, mais quand elle est permanente, l'inflammation chronique, c'est mauvais pour la santé. Augmentation de la perméabilité intestinale, donc autrement dit, on va avoir des molécules qui vont traverser l'intestin alors qu'elles ne sont pas censées passer l'intestin. Donc, ça va déclencher notamment une réponse immunitaire exacerbée. Donc, là aussi, c'est mauvais. Et réduction du taux de butyrate, donc, qui favorise un terrain plutôt propice à une bonne santé intestinale. Baisse du taux de butyrate égale plutôt inversement intestin en mauvaise santé. Donc on se rend compte qu'une mauvaise population bactérienne, en fait, ça crée, on va dire, presque l'environnement idéal pour déclencher des maladies, en fait, quoi. Ah oui, c'est un cercle vicieux. Après, tout se nourrit, en fait. C'est pour ça qu'il est très difficile, lorsqu'on souffre d'une maladie inflammatoire intestinale, de se sortir de cet état-là. C'est pour ça qu'il faut profiter des moments de rémission pour mettre en place ce microbiote intestinal, enfin, ce nouveau. Exactement. Donc ici, on va voir donc comment optimiser chez moi la nourriture pour remettre un terrain favorable, comme tu disais, qui va de nouveau favoriser une bonne perméabilité intestinale, qui va réduire du coup le niveau inflammatoire de l'intestin et qui va favoriser la nourriture des bonnes bactéries et diminuer la quantité de mauvaises bactéries, en fait. Juste un petit point important, j'ai oublié de vous dire que si justement vous souhaitez tester votre microbiote, si jamais aujourd'hui vous ne savez pas dans quel état est votre microbiote et vous suspectez que il n'est pas super en forme, on a un test gratuit chez Bimove qui vous permet justement de tester la santé de votre microbiote. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Je me suis, le petit lien juste ici, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Vous avez juste quelques questions auxquelles il va falloir répondre et en quelques minutes, vous aurez déjà des bons indices pour savoir si vous avez un bon microbiote intestinal ou si au contraire, celui-ci n'est pas en super bon état. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, c'est gratuit. Et maintenant, retour à la vidéo principale. Le facteur génétique. Voilà. Alors, le facteur génétique, il est très embêtant puisque on pensait jusqu'ici qu'il était absolument pas modifiable et que c'était la condition qui faisait que de toute façon, on pourrait faire ce qu'on veut, on ne pourrait rien changer.
Finalement, on a une étude qui montre que en changeant d'alimentation, via le protocole AIP dont on va parler tout à l'heure, c'est une étude qui a été faite avec le protocole AIP, on peut modifier en réalité la génétique. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'il y a genre 5-10 ans, jamais on se serait dit la génétique peut être modifiée. Et en réalité, si. Alors en fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne peut pas modifier nos gènes. Ils sont ancrés par définition dans notre ADN. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est modifier l'expression des gènes. C'est ce qu'on appelle notamment l'épigénétique. C'est que, grosso modo, notre environnement influe sur l'activation ou la désactivation de certains gènes. En fait, on appuie sur le bouton on-off suivant ce qu'on fait, en fait, quoi. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu, parce que généralement, les gens que je vois en consultation, que je suis, ils ont beaucoup de mal à comprendre cette espèce de génétique, etc. Et donc, j'ai tendance à expliquer avec des mots hyper simples. En fait, dans chaque cellule, donc votre corps, il est composé de milliers de cellules, de milliards même. Et dans chaque cellule, vous avez un endroit où se trouve en fait un règlement qui régit toutes les conditions de votre corps. Et selon la cellule, le règlement sera exactement le même, mais elle va pas respecter les mêmes règles. C'est un peu comme le code civil, le code pénal, etc. dans la société. Et par exemple, dans nos intestins, on a des gènes qui nous prédisposent à sécréter un petit peu plus d'antimicrobiens naturels ou sécréter un petit peu plus de mucus, etc. Et là, on remarque que ces gènes-là sont complètement altérés chez nous. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, je le disais, le gène qui s'appelle NOD2, il va, par exemple, stimuler les voies pro-inflammatoires. Donc, je ne rentre pas vraiment dans les détails parce que c'est assez compliqué, mais en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que il y ait plus d'inflammation que d'anti-inflammation, en fait. Il sait pas comment gérer tout ça. Et en plus, il est un peu bête, ce gène, puisqu'il est incapable, il est devenu incapable avec le temps de reconnaître les bactéries pathogènes. C'est-à-dire qu'en fait, il favorise ce microbiote intestinal complètement déséquilibré, parce que quand il est confronté à une bactérie pathogène, comme les protéobactéries, Escherichia coli, etc., à aucun moment il va se dire ah bah toi je te détruis parce que t'es une mauvaise bactérie. Non, il va même pas, en fait, il va même pas la calculer, en fait. Il va pas s'en occuper. Donc, du coup, elle prolifère et puis elle donne les symptômes qu'on connaît, qu'on a décrits tout à l'heure. Donc, pour résumer, en fait, on est d'accord que chez certaines personnes, on peut avoir une prédisposition génétique à déclencher des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ensuite, ça va être notre style de vie, notre alimentation notamment, on va en parler après, qui va activer ou désactiver certains de ces gènes. Et que si on prend l'exemple de personnes qui n'ont pas ce gène, donc NOD2 défaillant, en fait, on pourrait manger, alors, je schématise, on pourrait manger presque ce qu'on veut, on ne déclencherait pas de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Par contre, les personnes qui ont ce gène NOD2 qui ne va pas très bien, on va dire, elles, par contre, elles ont de fortes chances de déclencher une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme la maladie de Crohn. Je résume, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et en plus, c'est vraiment un lien entre le microbiote intestinal parce qu'en fait, en réalité, la personne peut avoir des facteurs génétiques, mais si elle a un microbiote intestinal assez sain toute sa vie, normalement, il n'y a pas de risque qu'elle développe la pathologie. Donc, c'est vraiment imbriquer les deux l'un dans l'autre. C'est-à-dire que il semblerait en tout cas que l'un ne peut pas arriver sans l'autre, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait une association de plusieurs choses qui déclenche qui déclenche la maladie. Un concours de circonstances, on va dire. Oui, voilà. Et certains, malheureusement, ils ont moins de chance du coup à la naissance. Et en plus, derrière, ils ont un style de vie qui n'est pas adéquat. Donc là, tout est fait pour que la maladie arrive. Alors là, donc, on a parlé donc, des origines, on a parlé donc, de ce qui ne va pas concrètement. Donc maintenant, on va parler donc, des solutions potentielles qu'on peut mettre en route. Parce que pour pouvoir avoir des solutions, il faut d'abord bien connaître son environnement, connaître un peu son ennemi, on va dire. Donc, c'était le but de cette présentation. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec donc, les solutions, donc, notamment via le protocole AIP, Auto-Immune Protocol. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Joris? Qu'est-ce que ce protocole? À quoi il sert? Comment ça marche? Alors, le protocole AIP, en fait, il découle des études qui ont été faites par un paléontologue, il me semble, qui s'appelle Lorraine Cordin. Je ne sais pas si je pense que tu connais. Corden, je crois, on dit. Corden, oui, peut-être. Et en fait, il a fait. Des papas, notamment du paléo, notamment. Ouais, c'est un grand monsieur. Il a fait plusieurs études en réalité sur les tribus
les tribus, comment tu appelles ça, les tribus modernes paléo en fait. Celles qui ne sont pas justement dans un style de vie moderne, qui vivent encore dans un environnement qui se rapproche, on va dire, un peu de l'environnement qu'on avait avant l'avènement de la civilisation industrielle notamment. Donc vraiment, Exactement. vie un peu sauvage, vie avec proche de la nature, où on consomme ce qu'on chasse, ce qu'on pêche, un peu les chasseurs modernes, chasseurs-cueilleurs modernes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. De nos jours, il en existe encore et donc il les a étudiés et puis il a remarqué quelque chose de tout à fait frappant en fait et même moi ça a contribué en fait à ma curiosité, c'est qu'en fait ces gens-là n'ont aucune pathologie connue de maladie de Crohn, même d'acné, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc. S'ils en ont, c'est en quantité extrêmement minime, mais il les a pas remarqués. Et donc, il s'est posé la question, il a commencé à dresser un peu le profil type de ce qu'il mangeait, de comment il vivait, de comment il dormait, de comment il, il pratiquait l'exercice physique, etc. Et il a dressé, on va dire, un premier jet en fait du protocole AIP sans forcément l'appeler protocole AIP. Puis en 2012, Dr Sarah Ballantyne, qui est un chercheur aussi, et qui a un peu théorisé le protocole AIP parce qu'elle souffre d'une maladie auto-immune. Et elle a vu sur elle qu'effectivement, ça a fonctionné. Donc, elle a trouvé que c'était un bon point d'ancrage pour les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes. Donc, elle l'a théorisé le plus possible. Elle a apporté 1200 références scientifiques sur sa formation. Qui certifie les coachs IP. Et donc en fait, on se retrouve avec effectivement un protocole qui est très, très détaillé, avec des aliments très précis, avec des quantités très précises, etc. Alors, et donc ouais, vas-y. Excuse-moi. Donc, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que le protocole AIP, donc, c'est deux grandes familles, on va dire, de choses à changer dans sa vie. Principalement l'alimentation, qui est extrêmement importante, parce qu'on a vu justement que l'intestin était, notamment, on a parlé du microbiote, donc, qui était fondamental pour le déclenchement de la maladie de Crohn. Donc, il va falloir remettre un microbiote en bon état, résoudre les problèmes de perméabilité intestinale. Et puis, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement font l'erreur de tout miser sur l'alimentation, c'est qu'il y a aussi le style de vie qui va avec, notamment la qualité du sommeil, le stress, l'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. C'est ça, Joris. Oui, parce que oui, c'est exactement ça. Et si on doit l'expliquer, en fait, pourquoi on fait ça, parce que moi, je fais partie de ces personnes qui ne font pas les choses si elles ne comprennent pas pourquoi on le fait. Et en fait, je me suis dit, pourquoi je dois bien dormir, pourquoi je dois faire de l'activité physique, pourquoi je dois manger comme ça, etc. Donc, effectivement, on a des données. En fait, j'ai pas expliqué au tout début, mais effectivement, dans la maladie inflammatoire chronique intestinale, on a la composante immunitaire. Et cette composante immunitaire, en fait, elle se divise en deux grandes parties, elle aussi, pro-inflammatoire et anti-inflammatoire. Les pro-inflammatoires, c'est un nom barbare, je ne le dirai pas, mais les anti-inflammatoires, c'est des cellules T régulatrices. En fait, c'est le nom, en fait. Elles régulent, en fait, l'inflammation. En fait, il s'avère que chez nous, encore une fois, les T régulateurs sont diminués. Et en fait, le sommeil, par exemple, c'est un très bon moyen d'augmenter ces molécules anti-inflammatoires naturelles. Et donc, c'est vraiment super puissant, en fait, le sommeil pour ça. Okay. Donc, ça fait partie du style de vie, ça. Donc, avant qu'on donne des pistes sur comment ça marche le protocole AIP, comme tu disais, effectivement, tout ça, c'est validé par la science. Hein. Sur Bmove, on n'est pas dans le côté un peu ésotérique, etc. On est vraiment sur des côtés concrets, sur ce qui est prouvé scientifiquement. Donc là, par exemple, tu nous mets une étude qui a testé 15 patients. Alors, les plus puristes diront que 15 patients n'étaient pas un échantillon représentatif très important. Mais ce qui est intéressant, c'est que néanmoins, sur ces 15 patients, on a eu beaucoup de rémissions, 11 sur 15, 73%, après avoir suivi un protocole AIP. Donc, ce qui est plutôt super encourageant, quoi. Oui, tu as raison tout à l'heure quand tu disais, en plus, je suis naturopathe et je sais qu'en France, en tout cas, la naturopathie, elle n'a pas tendance à avoir
un goût très important à la science, mais moi, c'est pas mon cas, en fait. Je m'attache à la science. Et effectivement, c'est très important de dire que la représentativité des gens malades est très faible. Donc, ce qui rend cette étude très faible, je reconnais que c'est une étude qui n'est pas très, très représentative. C'est pas une étude d'envergure sur 80 000 personnes. Voilà. Mais néanmoins, on n'a pas d'études comme ça. Ça ne nous empêche pas de parler des études un peu plus faibles qui ont montré une efficacité, même si cette efficacité pourrait être relative. En réalité, il y a la science, mais il y a aussi ce que on constate. Et personnellement, moi, ce que je constate, donc chez les gens qui font le protocole AIP, que je suis, c'est que ce taux de rémission clinique, en tout cas, il a l'air de correspondre à ma réalité, en tout cas, parce que ça a fonctionné sur moi et ça fonctionne pour la grande majorité des personnes que je suis sur rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. Et donc, cette mise en place du protocole AIP modifié, parce qu'il faut l'adapter pour les personnes qui souffrent de maladies intestinales, et ben, ça fonctionne bien, en général. Okay. C'est pas la panacée, mais ça aide. Pour résumer, donc, du coup, la science n'a pas encore d'études très grande, on va dire, pour tester le protocole AIP. On a des petites études qui donnent des bons résultats. C'est pas quelque chose d'extrêmement pertinent, mais comme tu disais, c'est mieux que rien. Et en plus, la pratique, le côté empirique, on va dire, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, montre qu'effectivement, ça a l'air de marcher. Donc, ma foi, pour quelqu'un qui a une maladie de Crohn, par exemple, et puis qu'elle a un petit peu tout essayé, qu'elle est un peu au bout du rouleau, finalement, il vaut mieux tester ça que ne rien faire, finalement. Oui, surtout que c'est pas comme un médicament qui aurait été testé sur 11-15 personnes. Hein. C'est un changement alimentaire qui est relativement anodin. Effectivement, un médicament, on ne l'aurait pas proposé sur le marché avec seulement 15 patients. Là, ça reste un changement alimentaire. Donc, ça reste assez anodin. Mais je veux quand même préciser que les gens dans l'étude étaient déjà sous médicaments avant d'arriver dans l'étude, sont arrivés dans l'étude en conservant leurs médicaments, et le protocole, en fait, a permis d'obtenir le restant, en fait. C'est ce que j'explique souvent, en fait. Les médicaments sont absolument importants. Parfois, ils ne sont pas suffisants. L'alimentation, elle a les mêmes problèmes. Changement d'alimentation, seule, parfois elle est complètement suffisante et parfois pour certains, elle n'est pas suffisante. Donc encore une fois, c'est l'ajout des deux qui généralement donne les meilleurs résultats. Moi, ce que je vois, c'est que ça donne en général les meilleurs résultats. Et après, si votre gastro-entérologue estime que c'est un bon compromis, baissez vos médicaments, réduire leur quantité, surtout si c'est des corticostéroïdes, et rester à des doses soit très faibles de médicaments qui vous permettent de rester en rémission tout en profitant des bénéfices de certains médicaments comme par exemple ceux qui sont malades, ils reconnaîtront les mots que je vais utiliser, le Pentasa, le Roaza, le Fivasa, c'est des anti-inflammatoires. Ces médicaments-là, ils ont au-delà en fait de leur action anti-inflammatoire, ils sont en fait très bénéfiques pour on va dire, les futurs potentiels cancers du côlon, puisqu'on a des études qui montrent que ça atténue, on va dire, le risque de souffrir de cancer du côlon. Et en fait, on a aussi remarqué un truc que je trouve assez incroyable, c'est que ces médicaments-là, Roaza, Pentasa, Fivasa, et il y en a d'autres, ont une capacité qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, en fait, de moduler la flore intestinale, mais dans le bon sens, en réalité. Et c'est peut-être une des pistes qui montrerait qui peuvent être aussi efficaces en plus de leur côté anti-inflammatoire. Donc, donc, ça pourra aider les gens qui sont absolument contre les médicaments. En réalité, ça peut clairement vous aider, surtout dans les périodes de crise. Effectivement, comme tu dis, quand on baisse le médicament, c'est toujours avec l'aval de votre médecin, bien sûr. Ne le faites pas de façon individuelle, c'est évident, quoi. Ok, alors justement, donc, protocole AIP, concrètement, quels sont les grands fondamentaux de ce protocole qui donne de bons résultats? Donc déjà, il y a des aliments à éviter. Si vous suivez mes vidéos sur Bimove, ça ne va pas être un grand scoop pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir dans cette liste qui sont de base des aliments qui ne sont pas des aliments paléo, donc l'alimentation que je préconise, qui permet de rester en bonne santé pour longtemps. On va faire un petit tour d'horizon rapide, Joris, des aliments justement qu'il va falloir éviter dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment la maladie de Crohn.
Déjà, je pense que quand il y en a qui vont voir la liste, un peu à l'image de quand moi j'ai vu la liste à l'époque, En panique. euh, je me suis dit, ah bah en fait ça sert à rien. Si c'est pour rien manger, clairement, et j'ai même été un peu plus vulgaire, j'ai dit un truc, ouais, bah, si on bouffe plus rien, ça sert plus à rien, ça sert à rien du tout. Voilà. Et en réalité, c'est pas définitif, hein. C'est une question de semaine, hein. Après, évidemment, on retourne, on a une phase de réintroduction. Donc, j'en ai pas forcément parlé là parce que sinon la vidéo elle ferait des kilomètres de long. Mais il y a une phase de réintroduction où on réintroduit beaucoup d'aliments. Hmm. Et là, c'est une phase de maintenance après. Donc effectivement, il y a les céréales, donc toutes les céréales, toutes. Il y a blé, camut, épaule, seigle, maïs, il y en a plein d'autres. Il y a orge, etc., avoine, etc. Toutes sont à supprimer. Les pseudo-céréales, quinoa, amaranth, etc. Les produits laitiers, les produits industriels, évidemment. Les œufs, ça peut paraître bizarre, mais j'expliquerai, je donnerai une petite ligne à la fin pourquoi. Les noix et les graines, ça peut paraître bizarre aussi. Les solanacées, tomates, aubergines, poivrons, poivre, piments, pommes de terre, il y en a d'autres. Tous les sucres, bon, ça tombe sous l'évidence. L'alcool, ça aussi. Et les légumineuses, c'est lentilles, pois cassés, pois chiches, etc. Donc effectivement, quelqu'un qui voit Alors, cette liste se dit en fait, grosso modo, on peut boire que, enfin, on peut manger que de l'eau en fait quoi. voilà, on mange de l'eau et de L'eau, la c'est limite, salade et c'est bon. ça passe l'eau, ça va. Et ça dépend laquelle. Mais Bon. ça va. Oui, en réalité, c'est clairement faisable, hein. Enfin, là, ça fait peur, mais dans les faits, c'est sûr que quand on a mangé un peu de la malbouffe tout le temps, ce qui a été mon cas, En quand on fait, ça, tombe, c'est la base de l'alimentation de quelqu'un justement qui mange pas très bien, paradoxalement, quoi. oui, Enfin, paradoxalement ou voilà. pas. Et Mais justement, il faut prendre peut-être le problème à l'envers. C'est parce que les gens mangent peut-être beaucoup de cette alimentation qu'on a vue, donc beaucoup de céréales, beaucoup de produits laitiers, beaucoup d'aliments qui vont finalement abîmer l'intestin, que bah, ça va favoriser les maladies inflammatoires de l'intestin, notamment, bah, voilà, dans la population, il y a une certaine partie qui a des prédispositions génétiques à développer ouais. ces maladies. Et comme c'est la base de notre alimentation, ce qu'on vient de voir, bah forcément, ça peut expliquer aussi pourquoi aujourd'hui la maladie de Crohn, elle est en explosion, pourquoi il y a de plus en plus de cas, parce Ah que oui, voilà, c'est quand on mange mal, bah forcément on allume un peu les gènes, on va dire, qui sont exactement. mauvais, en fait, pour simplifier. Exactement, c'est exactement ce qui se passe, oui. Mais effectivement, il y a des aliments ils pourraient paraître assez bizarres. Pourquoi on enlève par exemple les œufs, les noix, etc. Et en fait, on se rend compte que chez les gens qui souffrent de maladies auto-immunes, maladies inflammatoires intestinales, ils ont un risque supplémentaire de souffrir des aliments classiques allergènes en fait, parce que c'est pas rare de trouver quelqu'un qui est pas malade, mais qui a une allergie aux œufs, une allergie aux noix, ou voilà. Et chez nous, en fait, qui souffrons de maladies inflammatoires et auto-immunes, on a un risque supérieur. Donc, c'est-à-dire que si ça se trouve, on ne sait pas qu'on a une espèce d'intolérance, plutôt une intolérance qu'une Hmm. allergie, à ces aliments-là, parce que nos symptômes sont constants. Donc, le but, en fait, c'est un peu de tirer sur tout en même temps, et après réintroduire et voir lesquels ont des effets positifs et lesquels ont des effets négatifs. Ok. En parallèle de ça, bien sûr, certains aliments vont être à favoriser, ceux qu'on va pouvoir consommer régulièrement sans aucun problème, qui vont prendre soin de notre flore intestinale. Donc, les voici dans les grandes lignes. Donc, tu nous fais un petit listing, Ouais. Joris? Donc, il y a les graisses saines qui sont aussi à modifier. C'est pour ça que enfin, à mon sens, le suivi est très important puisque la science avance et on remarque par exemple que des aliments qui étaient permis dans le protocole AIP peuvent poser problème pour les rectocolites hémorragiques et les maladies de Crohn. Surtout, je pense à la viande de porc et aux graisses de porc qui jusqu'ici n'étaient pas considérées comme négatifs. Hmm. Les graisses saines, donc on a huile d'olive, euh, on a plusieurs, l'huile de coco, tout ce qui est un peu gras, donc les olives, les noix de coco, etc. Les bouillons d'os, la viande en général, la bonne viande, c'est-à-dire que la prendre la plus bio possible, avec des animaux qui ont été élevés en pâturage, etc., à l'extérieur. Des abats, alors je sais qu'il y en a qui vont faire mais en réalité, en termes de nutriments, c'est vraiment super. Les légumes colorés, donc le but en fait dans l'assiette, c'est de faire un peu l'arc-en-ciel. Sauf que là encore, il va falloir, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le suivi est très important, modifier en fait le protocole pour une personne qui est atteinte,
puisque on peut pas manger, je parle en connaissance de cause, on peut pas manger des légumes quand on est une crise, quand on est en crise et qu'on a des diarrhées 15-20 fois par jour. C'est absolument déconseillé de manger du chou, des poireaux et des oignons. Hein. C'est pas le bon deal de faire ça. Après, on a les légumes racines, donc tout ce qui est patates douces, les tubercules, etc. Les légumes à feuilles, comme les épinards, le chou kale, etc. Encore une fois, modifiés. Les aliments fermentés, les poissons, les crustacés et les fruits qui sont aussi à orienter selon les symptômes. Alors c'est assez marrant, mais du coup ce régime alimentaire que tu proposes là, donc le protocole AIP, il se rapproche un peu du régime cétogène, c'est-à-dire privilégier dans les grandes lignes les graisses, la viande, peu de glucides. Est-ce que c'est une coïncidence, on va dire? En fait, il pourrait paraître low carb, mais c'est pas la première volonté. C'est-à-dire qu'on peut manger beaucoup de glucides tout en restant dans l'AIP. Mais ça paraît low carb comparé à une alimentation moderne classique, c'est-à-dire qu'on recommande, je crois, la diététique moderne entre 200 et 300 grammes de glucides par jour. Wow. Donc je n'avais même pas de conscience de ça. C'est ce qui est préconisé dans les cours de diététique aujourd'hui? Il me semble qu'on est à une quantité assez importante autour, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est supérieur à 200 grammes de glucides par jour. Donc, et le cétogène, c'est moins de 50 grammes. Et l'AIP, on peut tourner. En fait, l'AIP, ça dépend. On peut être entre 50 et 120 grammes à peu près de glucides. Ça dépend en réalité. Mais en fait, selon les pathologies, moi, par exemple, j'adapte. En fait, quand j'ai une personne qui vient et qui a pris le protocole AIP et le suivi, j'adapte en fonction de sa pathologie, parce qu'à la base, c'est pas fait que pour les maladies inflammatoires intestinales. Et j'adapte, en fait. Je vois que, par exemple, certaines pathologies de la thyroïde, ils ont besoin de plus de glucides que d'autres personnes, par exemple. La polyarthrite rhumatoïde, généralement, il faut tendre vers beaucoup plus de légumes que de viande. En fait, c'est vraiment très individuel pour avoir vraiment des effets efficaces. Ok. Comme on le disait en introduction, le régime AIP, c'est pas que de l'alimentation, c'est un style de vie qu'il va falloir aussi changer pour avoir tout ce qu'il faut pour être sûr d'avoir une bonne santé. On voit ici que le protocole AIP, ça se focalise aussi sur le sommeil, le stress et l'activité physique. 2 mots, Joris, sur ça. Alors, on l'oublie beaucoup, mais en réalité, par exemple, le sommeil, en fait, normalement, il devrait être considéré comme le premier pilier en fait du protocole AIP, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'alimentation parce qu'on a l'impression que c'est ce sur quoi on peut agir le plus. Ce qui est pas faux, on peut agir beaucoup sur l'alimentation, mais en fait, le lifestyle, le style de vie est très important. Une personne, par exemple, les horaires classiques de sommeil chez une personne en bonne santé, on recommande 7 à 8 heures par nuit. Aujourd'hui, on est arrivé à 6h30 à peine de sommeil. Et chez une personne qui souffre de maladie auto-immune, on peut monter jusqu'à 9 heures de sommeil, puisqu'en fait, pendant le sommeil, c'est une réparation tissulaire en fait, qui arrive et une augmentation du système immunitaire anti-inflammatoire en fait. Et donc, il faut un peu plus de temps puisqu'il y a plus de tissu à réparer en quelque sorte. Ensuite, on a la gestion du stress. Alors ça, c'est très important, mais je remarque aussi beaucoup ça. C'est que plus les niveaux de stress sont élevés par rapport à la pathologie auto-immune, plus les niveaux de stress sont élevés, plus c'est difficile en réalité de mettre en place. En fait, moins l'alimentation est efficace à elle seule. Le stress, il va avoir un impact absolument considérable sur la perméabilité intestinale, le système immunitaire et le microbiote intestinal. En fait, c'est-à-dire qu'à lui seul, il peut shut down tous les autres, en fait. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas maîtrisé, on pourra faire ce qu'on veut. Je le remarque là, en ce moment, on peut faire ce qu'on veut. C'est compliqué. Et une fois que ce stress diminue, c'est-à-dire qu'une fois que la personne entre dans un processus de j'accepte la maladie, je connais les conséquences, etc., je vis quand même ma vie, là, généralement, c'est à ce moment-là que, franchement, c'est assez simple. Enfin, c'est difficile à entendre de dire que c'est assez simple, mais en tout cas, c'est plus facile d'aller mieux dans ces conditions-là.
Ok. C'est quelque chose dont on parle très souvent sur Bimove, le style de vie en parallèle de l'alimentation. C'est vrai que beaucoup de gens se focalisent sur l'alimentation parce que, comme tu disais, c'est quelque chose qui semble facile à modifier. Mais voilà, si jamais, comme je dis souvent, hein, une bonne alimentation peut être complètement ruinée par un style de vie délétère à côté, quoi. Si on a Ah oui, clairement. un mauvais sommeil, pas d'activité physique, un stress important, on aura beau manger la meilleure alimentation du monde. C'est comme si, je donne souvent l'image, vous avez une belle voiture. Vous la lavez, genre, ah, ça, j'ai bien fait ce qu'il fallait, puis derrière, vous allez faire du 4x4 avec. Vous allez ruiner tous vos efforts, en fait, quoi. C'est exactement pareil pour l'activité physique et le sommeil, etc. Un point aussi important, c'est comme tu disais, ce qu'on a dit ici, ce sont des grands principes. Là, le protocole AIP, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il doit être adapté à chacun parce que, voilà, comme je disais, chaque maladie est différente, chaque personne est différente. Donc là, ce sont des grands principes. Et c'est justement, en fait, il faut bien comprendre que souvent, il faut une adaptation parce que, malheureusement, le copier-coller, ça marche pas systématiquement, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et si justement, en fait, vous souhaitez déjà savoir où vous en êtes, vous, de votre côté, on a un test sur le microbiote intestinal pour savoir justement si vous avez un bon microbiote, si vous avez un intestin en bon état. Parce que, comme on l'a vu en introduction, le microbiote, c'est fondamental pour savoir si déjà on est en bonne santé. Et pour ceux qui ont des problèmes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, eh ben, c'est encore plus important, on va dire, quoi, parce que c'est peut-être que la solution, et sûrement, la solution réside ici. Donc, n'hésitez pas à tester votre microbiote, voir si vous avez un microbiote en bon état, avec le lien donc, qui est dans la description de la vidéo. C'est le premier lien qui apparaît. Quelques questions relativement simples à répondre, et ça vous donnera déjà en fait une bonne idée de savoir si vous avez un intestin en bon état ou pas, et idem pour le microbiote. Ouais. Ok, Joris, je te demanderai pas le mot de la fin parce que tu n'aimes pas ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous à passer à l'action, à mettre tout ça en pratique très concrètement. N'hésitez pas à tester aussi de votre côté, voilà, quelques petites modifications, notamment sur votre alimentation. Comme vous avez vu, ça change pas forcément. C'est pas quelque chose d'extrêmement impactant sur votre. Il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires. Hein, ça va au contraire souvent vous aider. Donc n'hésitez pas à tester. Joris, merci en tout cas. À bientôt pour de prochaines vidéos. Et puis d'ici là, À bien sûr, bientôt. prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut.